La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La pâtisserie est un métier qui va devoir évoluer. Prix des matières premières, écologie, durabilité, pour innover, il va falloir changer. C'est au Chili qu'Amélie Kayser s'est reconvertie en pâtisserie. Après y avoir ouvert une cafétéria puis un restaurant, elle a décidé de se consacrer pleinement à l'univers du sucré et de se spécialiser dans la glacerie. Aujourd'hui professeure à l'Institut culinaire de France à Bordeaux, Amélie s'intéresse beaucoup à cette évolution à laquelle la pâtisserie n'échappera pas. Elle a à cœur de n'utiliser que des produits cultivables en France, dont beaucoup sont un peu oubliés. Coing, châtaigne, chicorée, il y a tellement de choses à redécouvrir. Alors au menu de cet épisode, comment le métier de pâtissier va devoir évoluer, la glace, secteur délaissé de la pâtisserie, et comment la travailler, ses meilleurs conseils pour faire des glaces, oui, même en plein hiver, et enfin, son envie de transmettre. Bonne écoute! Bonjour Amélie. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, je suis très heureuse de te parler. D'ailleurs, je suis très heureuse de discuter avec toi et j'en profite pour passer d'ailleurs un petit coucou à Marine, qui est donc une des fidèles auditrices de Papilles et qui fait actuellement une formation avec toi. Et donc, qui m'a parlé de toi et qui m'a recommandé de discuter avec toi. Donc, j'ai énormément hâte d'avoir cet échange. Et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite ? Alors quand j'étais petite, je me souviens surtout de comment je choisissais en fait mes pâtisseries. Moi, il fallait qu'il y ait deux choses absolument nécessaires pour que je puisse y rentrer. Il fallait qu'il y ait un millefeuille avec du fondant dessus. Donc le fondant, c'est cette espèce de carapace en sucre là qui est dessus, qu'on a aussi sur les éclairs ou sur les religieuses. Et c'est quelque chose qui se perd parce que c'est très sucré. Mais quand on est enfant, on ne réfléchit pas forcément à ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça, c'était mon grand plaisir, c'était de trouver, dans une pâtisserie les millefeuilles avec du fondant dessus, des éclairs au café. Ça, c'était, mes conditions sine qua non pour réfléchir à rentrer à l'intérieur. Est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui ? Pas forcément, ça reste ma grande faiblesse quand même, je reconnais. C'est vrai que maintenant, je vais être peut-être plus sur sensible à la recherche qu'il y a, surtout en particulier sur les producteurs locaux, sur le fait de travailler avec des matières premières un peu plus raisonnées et peut-être parfois même des valeurs plus anciennes ou oubliées de notre territoire. Effectivement, et en plus, c'est vrai que la pâtisserie se tourne de plus en plus vers ça. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que tout ce qui a du fondant, et cetera, au-dessus, c'est pas forcément en accord avec les codes aujourd'hui, qui tendent quand même vers moins de sucre, au Oui, maximum, quoi. bien sûr. Moi, je suis une fan incontestable de tout ce qui est caramel, caramel mou et caramel aux fruits. Clairement, je suis pas dans la bonne tendance. Bah si, tu peux faire du caramel moins sucré peut-être. Il y a des nouvelles techniques qui se... Oui, mais du coup, ça, on altère la matière première. Et c'est quoi, selon toi, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Maintenant, ce que j'apprécie le dimanche midi, parce que ça reste quand même des repas, en tout cas, moi, dans mes dimanches midi, dans ma vie personnelle, c'est vrai que c'est toujours encore des grandes tablées qui traînent un peu. Et c'est vrai que maintenant, mon petit dada, c'est la glace. Et c'est vrai que, en plus, pour terminer un repas, que ce soit un repas de fête ou un grand repas familial, je trouve que c'est quand même très agréable d'avoir un peu de fraîcheur.
Et justement, ça change aussi un petit peu des pâtisseries un peu traditionnelles. Mais alors une glace à quoi? Dans ton Glace au repas idéal? yaourt, par exemple, pour rester dans quelque chose qui est très classique. Après, en fonction des saisons, ça peut être voilà, des sorbets plein fruits, que ça soit au citron, au basilic, sur des arômes qui peuvent être très frais, ou également sur des crèmes glacées, mais qui peuvent être plus florales, par exemple, avec la fleur de sureau. Effectivement, ça a l'air très bon. Très plein. C'était quoi les saveurs de ta toute première création pâtissière? Est-ce que tu t'en souviens? Les saveurs de ma toute première création pâtissière, oui, parce que c'était quand je vivais au Chili. Et que c'est comme ça que je me suis d'ailleurs lancée dans la pâtisserie, c'est que j'ai ouvert une cafétéria là-bas avec 2 associés qui s'appelaient La Baguette. Et j'ai hérité des livrets de recettes de mon arrière-grand-père qui était pâtissier pied noir en Algérie. Et j'ai refait un gâteau de semoule qu'il avait proposé parce que c'est vrai que c'était des gâteaux à base de miel et que le Chili est un gros producteur de miel. Donc c'est vrai que ça m'a permis un peu de relier ces 2 mondes très opposés en temps et en géographie. Et du coup, ça avait ces saveurs de miel particulièrement. Et du coup, quand tu as ouvert ta première, pâtisserie, enfin ta cafétéria, tu avais pas de formation pâtissière? Enfin, tu te prédestinais pas à ça? Non, pas du tout, parce que je suis issue vraiment enfin, de la reconversion. Hein. J'ai fait une école de commerce. Après, mon école de commerce, au final, je ne l'ai pas terminée parce que je suis partie en échange à la base pour 6 mois en Amérique du Sud. Ces 6 mois se sont transformés en 7 ans. Et voilà, j'ai aimé prendre mon temps hein, là-bas. Et il s'est trouvé que c'est en étant là-bas et en étant très loin que j'ai voulu me reconnecter un peu à mon histoire familiale et que j'ai hérité de ce fameux livret de recettes. Et c'est en découvrant cette partie-là et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon parcours au Chili, j'ai commencé avec cette cafétéria, mais après on a ouvert un restaurant bar, boîte de nuit sur place. Et c'est vrai que la partie en fait du dessert au sein d'un restaurant m'a particulièrement interpellée et intéressée. Parce que quand on va au restaurant, on se souvient toujours de ce parcours Mmh. indéterminé en fait. Et je trouvais que la partie exactitude était très intéressante. Que ces réactions en chaîne chimiques de causes-conséquences aussi, je trouvais ça super intéressant. Et c'était en plus une époque au Chili qui était extrêmement intéressante parce qu'il y avait plein enfin, un nouvel essor de créativité par rapport à leur identité nationale et notamment au travers des arts culinaires. Et c'est vrai que du coup, je me suis penchée avec plusieurs personnes et plusieurs équipes justement un peu sur le patrimoine gastronomique du Chili. Et ça a amené, en tout cas, de belles découvertes, autant des découvertes de saveurs que historiques, que voilà, de construction aussi pâtissière, en tout cas. Qu'est-ce que tu as découvert, par exemple? J'ai découvert des arômes que je ne connaissais pas, comme cette plante qui s'appelle le rica rica, qui vient du désert d'Atacama, qui est un arbuste aromatique. J'ai découvert justement tous ces différents miels hein, qui existent au Chili. Par exemple, le Chili, c'est aussi un des premiers importateurs de reines abeilles Mmh. au monde. Ouais, c'est des choses que je ne savais pas du tout. C'est là où aussi j'ai appris un petit peu, où je me suis beaucoup intéressée à la glace aussi, parce que c'est un des plus gros consommateurs de glace avant certains pays européens, donc notamment même avant la France. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils ont des épices, enfin des piments fumés comme qui s'appellent le merken, qui sont des épices très caractéristiques. On pourrait un peu approcher ça au piment d'Espelette en France, mais et encore que c'est extrêmement différent. Ils ont aussi ces desserts classiques, la confiture de lait hein, qui s'appelle le Mmh. mandrar là-bas, donc qui est une sorte de caramel. Donc forcément, j'y suis sensible. Il y a aussi, par exemple, ils ont un gâteau qui s'appelle mais qui est commun à d'autres pays d'Amérique du Sud, qui s'appelle la tarte aux 3 laits. Donc, ils utilisent 3 types de lait différents. Donc, euh, voilà, après, ça reste, enfin, en tout cas, de la manière dont on a commencé à les travailler, c'était d'abord des recettes de grand-mère et l'idée était un peu de les décortiquer pour comprendre, voilà,
les codes de référence qu'on attend. Nous, en France, quand on parle d'une tarte au citron, on sait qu'on veut une pâte sucrée, une crème au citron et de la meringue. On sait que c'est les 3 codes pour une tarte au citron. Là, justement, il n'y avait pas ces codes-là, en fait, encore à ce moment-là. Donc, pour les déstructurer ou pour voilà, les retravailler. Et c'est vrai que grâce aussi, quand j'avais ce bar boîte de nuit, on travaillait beaucoup sur la coctellerie. C'est vrai que la coctellerie avec la pâtisserie peuvent avoir des liens très Mmh. intéressants, autant sur le fait d'impulser des saveurs avec des liqueurs ou des alcools ou certains vins, les différentes strates qu'on peut avoir entre l'amertume et le sucré aussi qu'on peut avoir, enfin, qui est très marqué en coctellerie, mais qui l'est beaucoup moins en pâtisserie. Heu et que aussi, en plus, également, en termes d'innovation, ce qui était très intéressant, c'est au Chili, c'est un très gros importateur de fruits et légumes au niveau mondial. Et c'est vrai qu'il y avait des producteurs, voilà, où la qualité était très intéressante, bien sûr sur les avocats, mais notamment sur les tomates, les pêches aussi, il y avait Ouais. des choses qui étaient belles. Donc, voilà. Et alors enfin, puisque du coup tu t'es auto-formée, comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tu avais déjà une grosse, grosse base parce que, comme tu as, bah, notamment ton grand-père, qui était pâtissier, est-ce qu'il t'avait déjà appris énormément de choses de ce métier? Et du coup, c'était assez facile parce que, enfin, tu avais déjà une base pour commencer. Comment tu as fait après sinon, Alors, pour c'était pas découvrir mon ce métier? grand-père, c'était mon arrière-grand-père. Ah, Donc, je ne OK. l'ai pas connu, malheureusement. Et c'est vrai que mes 2 parents n'ont pas du tout pris ce chemin-là. Donc, après mon grand-père maternel était lui dans la restauration, mais personne de nous, même si mon frère était également dans la restauration, on n'était pas, dans la partie cuisine, on était vraiment Mmh. plutôt dans la partie service. Ça a été une vraie découverte, pour moi. Et en fait, c'est qu'au Chili, je me suis trouvé un parrain, qui s'appelle, Luis Diaz, qui est justement un chef pâtissier qui a été un des premiers chefs chocolatiers justement au Chili. Qui, voilà, au fur et à mesure, qui en plus, m'avait été conseillé par un autre ami que je me permets de saluer, qui s'appelle Stéphane Bonnet, qui travaillait également, à Santiago à ce moment-là. C'est lui qui nous a mis en contact. Et Luis Diaz m'a ouvert, justement les cuisines de son hôtel, où, l'idée était de dire: «Bah, voilà, tu Amélie, tu fais tous les essais que tu veux. En revanche, j'ai besoin que tu me traduises toutes les recettes dont j'ai besoin». Donc, c'est vrai que c'est parti un peu d'un échange en ping-pong, voilà, où il disait: «Bah, voilà, je comprends pas cette recette-là, est-ce que tu peux me la traduire?» Moi, je venais, donc c'était en plus de mon entreprise, donc c'est vrai que c'était sur des horaires qui étaient parfois un Mmh. peu particuliers, mais où on avait l'espace et le temps de pouvoir réaliser nos œuvres, nos créations. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai préparé mon CAP en candidat libre, je suis rentrée en France pour pouvoir le passer. Après, il s'est trouvé qu'en étant au Chili aussi, en travaillant avec, Luis Diaz, j'ai lui devenu capitaine de l'équipe du Chili pour la coupe du monde de pâtisserie. Donc c'est là où j'ai commencé à les suivre et à travailler avec eux, autant sur la partie technique que sur la partie, bah, logistique. Quand on prépare un aussi gros concours à l'autre bout du monde, bah, ça amène, beaucoup, beaucoup voilà, de points à régler entre les douanes, le matériel, les matières premières à transmettre, Ouais. donc et aussi, bah, l'accueil justement de l'équipe du Chili sur Lyon, donc voilà. Et ça a amené beaucoup, aussi de créativité autour de tout ça. Et il y a 5 ans, je suis rentrée, en France. Et là, j'ai passé mon BTM, donc mon brevet technique de maîtrise sur Bordeaux. Et après j'ai passé mon brevet de maîtrise, à l'INBP de Rouen. OK. Ouais. Et alors, est-ce que ça a été compliqué de revenir enfin, pas de revenir en France, mais plutôt de travailler du coup avec des saveurs françaises qui sont pas les mêmes, qu'au Chili, surtout si, tu vois, en fait, finalement, tu étais quand même beaucoup habituée à travailler sur ces saveurs-là, autour de tout cet univers-là et du coup, est-ce que ça a été compliqué un petit peu de s'adapter, Non, en fait, ça a été beaucoup plus facile de rentrer en France et de travailler avec des matières premières françaises parce que, voilà, les qualités des crèmes sont pas du tout pareilles, le taux de matière grasse est constant, c'est pareil pour, au niveau des farines, que ça soit les taux de plancher ou les granulométries sont toujours les mêmes, il y a du beurre sec, par exemple pour les viennoiseries, ça c'est quelque chose qui n'existe pas en Amérique du Sud où c'est soit très cher, soit en tout cas à cette époque-là,
c'était très difficile d'en obtenir. Donc c'est vrai que, pour le coup aussi, j'ai été obligée de me plonger beaucoup dans la technologie, alimentaire justement pour pallier à des problèmes de matières premières, chose que je n'avais pas en rentrant en France. Et du coup, j'avais plein de recettes, je les faisais en France, j'avais l'impression que ça déroulait tout seul. C'était d'une facilité incroyable. Enfin, bien sûr, après on peut toujours, s'améliorer, mais voilà, le beurre il fonctionne, la crème elle foisonne correctement, la gélatine, bah, elle marche bien parce qu'elle a été correctement Ouais, stockée, voilà, c'est facilitant en fait. finalement. C'est ça. Pour revenir sur tes créations, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Les saveurs de ma toute dernière création, on est sur, une tarte au coin et à la châtaigne, justement, en début de d'interview, on discutait un peu sur les saveurs un peu oubliées. C'est des saveurs qu'on connaît tous, mais qui sont très Mmh. peu travaillées. Donc, voilà, ça m'intéresse un peu de réexplorer ce genre de choses, en tout cas, et de les moderniser un petit peu. Ouais, c'est comme ça, enfin, est-ce que c'est ça qui te stimule et qui t'inspire le plus? De Oui, réutiliser un petit peu, ouais. exactement. Parce que la pâtisserie est, en tout cas, de mon point de vue, un métier qui a vocation à évoluer, très rapidement ces prochaines années, au vu des différentes contraintes que nous avons. Que ce soit en termes, bah, d'évolution des prix des matières premières, aussi l'usage des plastiques. On est quand même extrêmement consommateur, de denrées jetables au travers de nos poches plastiques, la feuille guitare, Ouais. ce genre de choses. Donc en fait, l'idée est de commencer à réfléchir différemment pour continuer à innover, et à avancer pour s'adapter en fait à notre époque. Donc et c'est vrai qu'il y a plein de conversations ou d'articles aussi qui sortent sur ce sujet, comme quoi, oui, la vanille est une épice extraordinaire, mais elle vient de très loin. Mmh. Le chocolat, c'est génial, tout le monde adore, mais pour autant, ça reste aussi une denrée qui vient également de très loin. Et pour autant, on a plein de choses sous notre nez qu'on n'exploite pas. Et ce qui fait aussi toute notre différence par rapport à d'autres pays, d'autres terroirs. Et je trouve que c'est dommage de ne pas se repencher en fait, dessus pour, pouvoir en sortir le meilleur, et justement en profiter un maximum. Ça, je suis complètement d'accord et c'est vrai que enfin, je trouve que c'est un sujet qui est énormément important aujourd'hui Ah et voilà. tu vois, d'ailleurs, je trouve que, parce qu'effectivement, quand on pense, aux empreintes carbone des aliments et cetera, c'est vrai que tu dis qu'utiliser, des fruits exotiques qui viennent de loin, c'est pas forcément raisonnable et ça va pas forcément avec la pâtisserie de demain et tu vois, autant je trouve que pour les fruits exotiques, c'est «plus simple» entre guillemets à concevoir parce qu'à la limite, tu peux te dire, «C'est pas grave, tu peux utiliser de mangue, on peut utiliser de la pomme et ça sera très bien». Autant pour la vanille et le chocolat, je trouve que c'est compliqué dans l'esprit de tout le monde, de se dire que demain, tu fais des desserts, qu'en ont plus quoi, tu vois? Et Mais c'est sûr qu'on appuie sur une corde sensible parce que mmh, vanille et chocolat, c'est vraiment, bon, et la fraise, mais bon, la fraise, ça, on la trouve, en France, oui, mais c'est vrai que là, on appuie sur les 2 ouais. saveurs principales, sur lesquelles se base beaucoup la pâtisserie. Et en plus, même nous, en tant que clients ou en tant que consommateurs, hein, c'est quand même nos valeurs de référence. Moi, la première, hein. Et du coup, sans justement, basculer sur, des choses peuvent être plus catégorisantes comme la pâtisserie végane ou ce genre de Mmh. choses, c'est vraiment plus repenser notre terroir, et le remettre en valeur. Donc c'est, sur des choses qu'on connaît. Enfin, la coin, c'est quand même la gelée de coin, c'est Ouais. quelque chose qu'on connaît depuis super longtemps, les abricots, les cerises, les différents types de kakis. Le kaki, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément bien Mmh. travailler parce que c'est sensible. La physalis aussi, par exemple, ouais, tout ça, c'est des choses où on peut aller, à mon avis, plus loin. Surtout et il y a plein de pâtissiers qui peuvent être inspirants sur ce côté-là, sur le Mmh. fait de savoir un peu cuisiner ces fruits ou ces matières premières avant de les utiliser dans un dessert. Donc je pense que c'est des choses qui sont, voilà, très intéressantes à voir. Et là, je parle de fruits, mais on peut aussi parler d'herbes, hein, ou d'épices comme la lavande, la verveine, la mélisse, des choses qui sont intéressantes à explorer, quoi.
Oui, c'est ça. Puis en plus même, je pense, à la enfin, tu vois, pouvoir essayer de trouver un petit peu des substituts, dans le sens où, par exemple, tu vois, je sais que la caroube, c'est connu pour avoir un peu un goût, chocolaté et cetera, mais sauf que ça peut être produit en France et tu peux en avoir, à disposition. Donc pourquoi pas aller vers des pistes comme ça, pour c'est vrai, tu vois, Ou la ben chicorée, par exemple. oui, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est Oui. voilà, c'est après je pense que comme tout, il faut pas être radical et il faut y aller de manière un peu progressive sur, plein d'aspects et en effet, on peut trouver des éléments palliatifs Mmh. en termes de texture et de structure, mais il y a vraiment en fait, il faut différencier un peu l'innovation en pâtisserie sur ces 2 vitesses. C'est-à-dire l'évolution des goûts Ouais. et l'évolution structurelle. Donc comme on vient de dire sur la partie, justement texture, justement strat, dégustation, enfin vraiment sensation qu'on a, sur notre, lorsqu'on est en dégustation. Parce que forcément, il faut aussi que nos consommateurs soient et que nous, en tant que pâtissiers, ayons envie de travailler ces nouvelles denrées alimentaires, en tout cas. Et donc toi, c'est quelque chose qui te passionne ça, d'essayer de voir un petit peu comment construire, la pâtisserie de «demain» entre guillemets, tu vois? Mais, de repenser, retrouver justement les ingrédients, que tu peux avoir jusque dans ton jardin, ce genre de choses? Oui, déjà dans un premier temps et c'est vrai que je m'informe beaucoup parce que je trouve que c'est là où la l'innovation se trouve. Je suis une grande a admiratrice du travail, par exemple, de Berry Farah ou de Raphaël Aumont, qui sont, ou de Hervé Tisse aussi, à son époque, qui sont justement des techniciens chimistes alimentaires, si je peux les appeler comme ça dans mon jargon personnel, justement, ils vont nous expliquer comment les aliments réagissent les uns aux autres et Mmh. pourquoi une mousse est une mousse, pourquoi un liquide est un liquide, pourquoi un gel est un gel et et justement, et dans l'autre sens, m'intéresser à au terrain de chaque région pour, justement, en ressortir sur des choses qui peuvent être caractéristiques, que ça soit, je sais pas, par exemple, si on est au Pays Basque sur le miel des abeilles Mmh. noires, si on est, sur de la bruyère quand on est dans les Pyrénées, voilà, du coup, prendre le temps de discuter aussi avec les gens et qui refassent partager un peu ce genre de choses aussi, quoi. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la pâtisserie? C'est du réconfort et je pense que ça nous fait tous du bien. C'est vrai. Non, c'est surtout, la pâtisserie pour moi, surtout et d'abord un moment de partage. C'est quelque chose qui doit se partager. Ça peut être à envers que soi-même, hein, parce que le typique, pot de glace, quand on est triste devant un film, voilà, mais ça reste une source de réconfort. Et sinon, c'est toujours un moment d'échange. Moi, c'est ça qui m'a toujours plu, en fait, dans la pâtisserie et qui m'a fait me lancer dans ce secteur-là véritablement. C'est que, voilà, quelqu'un qui va chercher un gâteau en pâtisserie, c'est forcément pour partager avec quelqu'un ou pour apporter quelque chose, que ça soit un cadeau ou un moment d'échange. Voilà, le collègue qui amène une viennoiserie, au bureau le matin, la grand-mère qui va chercher le gâteau préféré, de ses petits-enfants pour le goûter, la justement, le dimanche, juste pour les repas de famille, où l'un de nous va chercher justement un gâteau pour partager en fin de repas, ou simplement pour se faire plaisir un soir de semaine parce qu'on a envie de changer un peu, quoi. Donc et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Enfin, ce côté, généreux qu'il faut avoir, en fait, dans la pâtisserie. Effectivement. Et alors, donc certes, tu es formatrice en pâtisserie, Oui, mais tu es aussi et surtout spécialisée dans la glacerie. On t'en a exactement. rapidement parlé et j'ai fait exprès de pas trop évoquer le sujet pour l'évoquer vraiment maintenant, à fond. Pourquoi déjà est-ce que tu aimes cette, discipline tout particulièrement? Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers-là? Parce que justement, la pâtisserie, c'est la le sec ça a été le secteur un peu délaissé de la pâtisserie. Justement un peu mis de côté, pendant longtemps, on le voyait rapidement, que ce soit au CAP, au BTM ou en BM et ça prend un peu ses lettres de noblesse et c'est surtout que, 1, c'est un secteur qui est en plein essor,
d'un point de vue entrepreneurial et économique, l'évolution du marché de la glace en France, de la glace artisanale est très important. Et également, en fait, tous les principes de production de la glace, que ça soit en termes de construction, de recettes, de procédés, d'élaboration ou de construction de saveurs, si on l'appliquait à toute la pâtisserie, bah, ça serait génial. Dans le sens où voilà, c'est une matière qui est très fragile parce qu'on travaille avec du froid. C'est une matière qui est sensible, donc il faut que d'un point de vue hygiène et organisation, on soit très bien préparé et en amont et en avance. Il faut que le développement des saveurs avec du froid, c'est quand même très particulier. On travaille notamment pour construire des recettes avec ce qui s'appelle des tables analytiques. Donc c'est je rentrerai pas forcément dans le détail parce qu'après ça devient un petit peu trop technique justement, mais les tables analytiques pour les glaces qui peuvent aussi être utilisées en confiserie servent vraiment à trouver l'équilibre entre des matières sèches que nous avons dans notre recette et un taux de liquide que nous avons également dans la recette pour trouver justement ce qui va nous permettre de mettre de l'air et des cristaux pour en faire une glace qui soit bonne et agréable en dégustation. Donc, et que du coup, on peut directement influencer sur la texture finale de son produit. Et pour autant, le raisonnement qu'on doit avoir pour développer les saveurs n'a rien à voir avec la texture finale. Donc ça complémente un peu ce que je vous ai dit avant. Et voilà, c'est aussi parce que c'est un diplôme qui existe depuis un petit peu de temps, mais en fait qui est mis en valeur depuis très peu de temps. Et que ça soit autant sur les glaces en restauration, chez les artisans, ou en tout cas que ça soit en termes de saisonnalité, c'est extrêmement intéressant et il y a plein de choses à faire. Mais donc si j'essaie de résumer, ce qui t'a plu, c'est quand même le côté très très chimie et technique, encore plus que dans le reste de la pâtisserie, quoi. Oui, parce que ça me permet de comprendre comment ça fonctionne. Après, moi je trouve ça génial de voir des enfants dans la rue avec un cornet de glace qui sont allés le chercher ou aussi ce côté un peu des séries américaines où on entend le camion de glace passer et il y a tout le monde qui se jette dessus, autant les grands comme les petits. Bah, c'est quand même super rigolo, quoi. Donc, oui, il y a mon côté un peu cartésien qui remonte derrière sur le côté où en fait ça peut fonctionner avec des tableaux, mais au final, ça parle à beaucoup de gens, quoi. Et toi, à quel moment est-ce que tu as décidé de te spécialiser là-dedans, de vraiment, tu vois, creuser, cette discipline-là, d'apprendre énormément plus sur la glace en particulier? Quand est-ce que c'est venu dans ton... C'est venu au départ quand je travaillais à Bordeaux et que j'avais commencé mon BTM. J'avais un meilleur ouvrier de France, Stéphane Auger, qui était venu faire un stage dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça m'avait beaucoup interpellée parce qu'à ce moment-là, je réalisais un mémoire sur les différents sucres. Et bah, en glacerie, on utilise tous les sucres qui peuvent exister. Donc, c'est vrai que ça m'a parlé. Et du coup, de fait, la conséquence a été d'approfondir un peu ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y avait eu en plus beaucoup de médiatisation de la glace à ce moment-là. C'est vrai que quand je suis rentrée à l'Institut culinaire de France, ils m'ont proposé le poste de formatrice en glace. Donc, c'est vrai que ça permettait justement de réouvrir un peu toute cette partie, voilà, autant technologique que d'enseignement et de transmission. Donc, et ça permet aussi de faire plein d'autres essais différents. Donc, là, les boulevards étaient justement ouverts pour essayer de nouvelles choses. Et alors, toi qui as du recul là-dessus, c'est quoi une bonne glace? Une bonne glace, c'est alors, quand c'est des crèmes glacées, une bonne glace, c'est aussi tout dans le réconfort. On la mange, on a envie d'y retourner parce que c'est crémeux, parce que c'est pas lourd, c'est pas gras, mais au contraire, c'est comme un nuage de lait frais, mais qui apporte plein de saveurs. Un peu dans le temps, on sent un premier jet et après, quand ça se dissout dans la bouche, et ben on sent d'autres choses, quoi. Donc, c'est tout doux. Et un sorbet, un sorbet plein fruits, c'est quelque chose pour moi qui est beaucoup plus puissant, qui est pas trop sucré, mais voilà, qui a un peu de la mâche, pas comme un vrai fruit, mais
où on a vraiment l'impression de manger quelque chose et on a le fruit en pleine puissance, quoi. Et ça, alors, parce que donc tu parles de mâche, et cetera, dans le sorbet. Je voulais justement revenir là-dessus parce que, tu vois, pour moi, je trouve que dans enfin, en tout cas, dans la conception que j'ai, enfin, et l'imaginaire commun, on va dire, les glaces, tu peux quand même un peu moins t'amuser au niveau des textures. C'est-à-dire que tu as un peu une texture, enfin, pas qui doit toujours être la même, mais en tout cas, une idée et une seule texture par glace. Donc à quel point est-ce que tu peux t'amuser finalement avec la glace? Bah, en fait, on s'amuse surtout sur tout ce qui est, par exemple, les, esquimaux, plus, ce que j'appelle Mmh. les esquimaux premium où, justement, bah, il y a de la glace, il y a du biscuit, il y a un cœur qui est coulant à l'intérieur, il y a quelque chose autour, et pour autant sur quelque chose qui est très frais. C'est, le fait de travailler, par exemple, des macarons glacés, où justement on profite de la coque du macaron, mais on a le côté glacé et puissant d'une texture au milieu, c'est, aussi, ce qui ou travailler sur des cônes, en fait, qui peuvent être faits maison, mais il y a plusieurs, strates de glace ou de texture. Donc c'est en fait, quand on achète un petit gâteau, on s'attend vraiment à avoir des textures différentes et en fait, sur la glace, on peut faire des trucs glacés, par exemple, avec, de la glace au chocolat et à l'intérieur un cœur coulant, enfin et pour autant, on a l'impression que c'est un bonbon et bah, non, en fait. Donc c'est ça qui est sympa, qui est sympa à travailler et à explorer parce que sur les toppings ou sur les glaçages, il y a encore plein de choses à faire. Oui, puis en fait, tu peux, enfin, pas plus t'amuser, mais en tout cas plus surprendre parce que, les gens s'attendent pas forcément à avoir autant de choses avec une glace. C'est Du coup, ça, tu peux encore plus surprendre. exactement. Ça, c'est très chouette. D'ailleurs, si tu devais, alors c'est dur, mais résumer en 5 grandes leçons, tu vois, que t'enseignes d'ailleurs à tes élèves quand tu veux apprendre à faire de la glace, ce seraient lesquelles? Bah, ça tombe bien, aujourd'hui, on faisait TP glace, donc ça fait un peu dans le thème. Donc pour des élèves qui, se lancent, dans l'activité de la glace, ce que je leur dis déjà, c'est que la première règle, c'est de se rendre compte que les principes de la glace en exécution et en élaboration, si on les applique à l'ensemble de la pâtisserie, on gagne beaucoup en temps et en efficacité. Que si on comprend également, le développement des saveurs en glace, qui peut être difficile justement parce que c'est une matière qui est froide et qui peut être très sucrée, si on l'applique aussi sur d'autres strates de la pâtisserie comme la confiserie ou la pâtisserie classique, on gagnerait beaucoup en puissance et la glacerie, c'est quelque chose qui est très rigoureux. Parce que, voilà, quand on fait un entremets glacé, si on met trop de temps, bah, ça fond, hein, il y a pas mécaniquement, ça, j'invente rien, donc ça incite à une vraie rigueur et à se donner une cadence qui est nécessaire dans ce métier et en plus, c'est que du coup, visuellement, bah, on voit le temps qui passe, si la glace fond, donc ça nous donne un repère, visuel, physique, comme quoi, bah, là, il faut y aller, quoi. Est-ce que tu penses que à la maison, on peut, facilement refaire des bonnes glaces? Enfin des très bonnes glaces? Faut être un peu équipé, mais Ouais. pour autant, je pense que oui, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes à faire à la maison, que ce soit avec, des robots pâtissiers ou par exemple, bah, aussi Thermomix, c'est quand même un grand truc de référence. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais Oui, oui. c'est, Thermomix sont quand même beaucoup utilisés dans les concours, c'est pas pour rien, justement parce que ça permet, d'apporter une bonne émulsion au mix de glace de base et en plus de donner, des cristaux de glace, très fins et très intéressants en tout cas. Donc si on enfin en gros l'équipement de base tu vois, à avoir chez soi, enfin un Thermomix dans l'idéal pour, faire tout ce qui est sorbet et cetera, mais tu peux foisonner avec un Thermomix? Oui, 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 oui. Après ce qu'il faut pour faire de la glace chez soi, il faut, une casserole, il faut un thermomètre, un bon thermomètre. Il faut, une balance de précision parce qu'il y a certains éléments où c'est vraiment au gramme près. Il faut également un fouet, hein, pour mélanger ses denrées et des marilles. Et oui, il faut un robot, soit un Thermomix, soit même, certains,
que ça soit pardon, chez Kenwood ou chez Robocoupe ou KitchenAid. Voilà, il faut que dans les bols, on puisse les mettre au réfrigérateur pour justement que le froid Ouais. prenne quoi, correctement. Oui, c'est ça, juste un bol, façon sorbetière un petit peu pour que Exactement. mais en fait, si tu as un Thermomix, tu peux ne pas avoir ça. Enfin, en fait, tu peux faire une glace de A à Z avec un enfin, pas que avec un Thermomix, mais en tout cas, le Thermomix peut te permettre, de d'avoir un résultat comme, Oui, les après, il faut bols, aussi le mettre au sorbetières. froid. À des moments donnés, ça va parfois dire OK. jusqu'à -10, donc il faut quand même refroidir le bol. Après, il y a maintenant des sorbetières ménagères, il me semble, j'en ai vu là. J'ai plus le nom de la marque malheureusement, mais qui sont intéressantes, quoi, en tout cas. Très, très clair. Ben merci beaucoup et là, d'ailleurs, comme on va rentrer dans l'hiver et puis, bon, bah, là, on enregistre, on est, début novembre, mais l'épisode, se sera publié un petit peu plus tard, mais du coup, on va être en plein hiver. D'accord. Comment est-ce qu'on peut manger des glaces en plein hiver? Et ben, justement, les glaces en plein hiver, figurez-vous, pour terminer un repas de Noël, c'est pas mal. Au lieu de terminer par la traditionnelle, bûche, crème au beurre, je caricature, mais justement pour, finir sur quelque chose qui est plus léger et rafraîchissant, sur une fin de repas, c'est quand même très agréable. Bien sûr, on peut aller sur des saveurs qui sont un peu plus, réconfortantes comme le chocolat ou le café ou, les glaces à l'alcool, hein, aussi, Ouais. pour aider, pour changer, d'un digestif en fin de repas aussi. Hem, voilà, en hiver, c'est vrai que ça se consomme plutôt de cette manière-là, donc c'est en été, c'est vrai que c'est plutôt sur la boule de glace et le cornet. Sur, l'hiver, ça serait plutôt sur des entremets glacés. Donc Ouais, c'est ça, vraiment un dessert glacé, même type un exactement. vacherin, Un vacherin, une bombe glacée, une omelette norvégienne, une, ça peut être aussi, certains types d'esquimaux, voilà, c'est des choses qui peuvent être, très sympas à travailler en tout cas. Est-ce que toi, tu manges toujours de la glace, même en plein hiver? Oui, mais du coup, je suis très difficile. La glace au yaourt, je reconnais que j'ai quand même un petit fan, pour ça. Donc il y a quelques intemporels, comme la glace à la pistache, celle au yaourt, ou une bonne crème glacée à la vanille quand même. Stracciatella, pardon, ça Mmh. se oui, j'en mange. Donc en parallèle de tout ça, tu fais donc enfin, on l'a dit un petit peu, tu vois, des formations, tu es formatrice. Pourquoi tu as choisi cette approche-là du métier? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Parce que c'est un aspect sur la transmission qui est, quand même dans l'artisanat une valeur fondamentale. C'est-à-dire que notre métier, depuis dans tous les milieux d'artisanat qui peuvent exister, la transmission fait partie de notre métier. C'est-à-dire que, autant sur la transmission, du savoir-être et du savoir-faire au sein Mmh. d'un milieu artisan, c'est des valeurs qui sont importantes à donner et à parfois à déléguer et à transmettre de manière générale. Et c'est vrai que la formation, c'est ça où c'est très intéressant et moi, je forme en partie en fait des élèves qui sont en reconversion et c'est vrai que c'est des profils qui, eux, ont laissé toute leur vie pour se lancer dans un nouveau Mmh. métier et en général, ils sont, voilà, éloignés de leur foyer, éloignés de leur famille, ils ont remis en question un peu tout leur schéma de base, pour se lancer dans ce milieu-là, donc ils arrivent avec beaucoup d'attentes, d'appréhension, de projets aussi derrière, donc il y a beaucoup d'émotionnel derrière et c'est vrai que c'est déjà, une vraie fierté qu'ils nous fassent confiance en tant que formateurs, justement, pour leur transmettre un savoir. Mais c'est aussi des gens qui sont tout à fait disposés à entendre justement des conseils pour, leur évolution. Donc c'est en fait, participer à la première étape d'un projet, donc du coup de plein de projets différents Mmh. et c'est vrai que aussi être confronté à des élèves, qui qui ont des projets ou une idée assez définie de ce qu'ils veulent faire de la pâtisserie, bah, c'est très challengeant, en fait. Parce que du coup, ils ouvrent aussi un champ possible auquel on n'a pas forcément réfléchi quand on reste dans sa rythmique d'entreprise et de production. Donc c'est vrai que ça donne des idées, ça donne voilà, par exemple, l'année dernière, avec la classe de glacerie, il y avait un élève qui voulait, ouvrir un bar à cocktails, en glacerie, enfin avec que sur des cocktails glacés. Trop bien. Il y en avait une autre qui allait faire de la glace, en Martinique, donc c'est forcément pas les mêmes contraintes, c'est forcément pas Ouais. les mêmes produits. Donc au final, le fait de confronter leurs idées,
de leur expliquer comment ils pouvaient adapter leurs produits parce qu'une recette peut s'adapter à un endroit, mais pas forcément à un autre. De comment ils devaient aussi réfléchir un peu là-dessus et pas leur donner que le package classique. C'est super intéressant. Est-ce que c'est toi qui as choisi de faire spécifiquement des personnes qui se reconvertissent? Enfin, de former essentiellement des personnes qui sont en reconversion? Ouais, non, c'est que l'Institut culinaire de France, en fait, Oui. prépare, justement une partie des CAP, enfin, il y a plusieurs catégories de CAP. Il y a une partie où c'est les CAP en reconversion et on prépare au CAP pâtissier, au CAP, chocolatier, glacier et boulanger. Donc c'est vrai que ça, en fait, les CAP en reconversion, c'est sur un temps de l'année qui est très défini. Mais du coup, l'idée, en fait, de l'Institut culinaire de France là-dessus, c'est justement que ces profils-là aussi se rencontrent. Que, ça soit aussi un espace où justement ils sont tous à la même vitesse. Enfin, sur le fait Ouais. de se lancer sur des projets, se lancer sur, des nouvelles perspectives professionnelles. Donc c'est vrai que nous, on adapte en fait le programme de CAP, bien sûr en répondant aux Oui. réquisitions, normales, mais si jamais il y a des directions à prendre en fonction des projets, on essaye de faire en sorte de les prendre. Ou en tout cas, on va plus loin dans les programmes en plus pour, s'adapter au mieux en fait pour qu'ils concrétisent au mieux leurs envies et leurs perspectives d'avenir. OK, mais ça, c'est cool. Puis c'est encore plus challengeant pour toi, de Ah du mais coup, tu complètement. faut penser à ça parce que oui, effectivement, très, très chouette. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais, soit à des futurs pâtissiers et pâtissières, soit à des personnes qui sont en reconversion ou qui hésitent à se reconvertir, je sais pas, tu vois? Qu'est-ce que quel message, en fait, tu pourrais faire passer? Tu vois, genre un peu, je sais pas, le 1er message que tu dis, Hem, la pâtisserie, c'est, la pâtisserie, c'est un métier qui a été beaucoup starisé Mmh, ces dernières années et c'est quelque chose, même si ça reste un métier merveilleux, c'est un métier qui est difficile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en voir que le glamour, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est physique et c'est mental. Alors oui, on ne sauve pas des vies, on ne fait que des chouquettes. Il faut rester, dans le cadre de c'est un métier qui est passionnant et qui nous tient à cœur, mais voilà, on reste dans le cadre dans lequel on le fait. On peut transmettre beaucoup de choses dans nos créations et dans nos équipes et dans la transmission de certaines valeurs. Pour autant, c'est un métier qu'on réalise pour gagner nos vies. Donc, c'est aussi une activité qui doit être rentable, qui mmh. doit être rationnelle, et qui nécessite c'est un vrai investissement, physique et mental. Enfin et du coup, au fur et à mesure des formations, pas que au sein de là où moi, de mon parcours, en tout cas, en tant qu'élève et maintenant en formateur, beaucoup de gens sont surpris, en fait, par l'investissement. On se lève très tôt, on fait beaucoup d'heures debout, il y a beaucoup on peut se faire des lésions physiques, se blesser. Voilà, on commence au milieu de la nuit. On sait quand on commence, on sait pas toujours quand est-ce qu'on termine. On travaille les week-ends. Voilà, on peut pas passer outre ça. Ça serait mentir que de dire que cette partie-là n'existe pas parce qu'elle est quand même très prenante. Après, si c'est un métier auquel beaucoup de gens s'intéressent tellement à l'heure actuelle, c'est aussi parce que c'est un métier qui est très beau, parce que, on travaille avec des gens qui travaillent la terre, on travaille dans l'échange aussi, on crée quelque chose et on voit la réaction des gens parce que les clients, quand ils viennent acheter un gâteau, après, ils vont vous le dire, en fait, s'ils ont aimé, pas Ouais. aimé, c'est très rare de ne pas avoir de réaction de ses clients, enfin, de ne pas avoir de retour de leur part. Donc c'est vrai que c'est génial parce qu'on sait on voit le retour de ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de frustration de ce côté-là de ne participer qu'à Ouais. une toute petite partie du process, quoi. Donc, mais pour autant, voilà, faut c'est le message que j'essaye en tout cas, de faire passer, c'est que il y a 2 facettes à ce métier et il faut les prendre en compte. Oui, c'est ça, puis surtout j'imagine, enfin, que c'est entre guillemets «encore plus vrai» quand tu te reconvertis, dans le sens où tu as connu déjà plein de choses, que j'imagine que quand tu veux te reconvertir, tu aimais déjà faire un peu de pâtisserie chez toi et que c'est pas la même chose de faire un peu de pâtisserie chez toi versus, arriver à en vivre, quoi. C'est ça, il faut aussi vraiment réfléchir au fait qu'il y a des passions qui doivent rester des passions et des passions qui deviennent des métiers.
Mais quand une passion devient un métier, bah, on doit aussi prendre à bras le corps la partie moins agréable de ce métier-là. Et c'est un choix, il faut le prendre en pleine conscience et il faut y faire attention. Voilà, pour ceux qui ont une vie de famille, bah, c'est un métier qui est compliqué. Pour autant, on ne travaille que le matin, donc on a les après-midi de libre. Le soir, on ne tient pas debout très longtemps, hein, donc il faut aussi voilà, prendre ça en compte. Mais c'est vrai que et puis en plus, il y a plein d'axes d'évolution en pâtisserie, que ce soit la pâtisserie en boutique, la pâtisserie de restauration, la pâtisserie en hôtellerie, que ce soit de la chocolaterie, de la boulangerie, voilà, tous ces secteurs se travaillent encore de manière très différente. Donc il y a plein de choses à découvrir et à prendre en compte en termes d'évolution personnelle, et professionnelle surtout, mais voilà, c'est la partie physique, faut Oui. l'apprendre à bras le corps, quoi. C'est vrai. Après, côté apprentissage, donc comme toi, ça fait vraiment partie de ton métier au quotidien, comment est-ce que plutôt toi, tu vois, tu continues d'apprendre, de te former? Justement, en plus, si tu vois, tu te dis qu'il faut que des fois, tu ajustes un petit peu ce que tu vas dire par rapport au projet de certains élèves, etc. Comment est-ce que toi, tu continues d'apprendre encore plein de choses sur ce métier? Alors, moi, en dehors de mon activité de formatrice à l'Institut culinaire, je fais aussi beaucoup de consulting en entreprise. Donc, en fait, ce qui me permet de garder un pied dans le monde pratico-pratique des entreprises en fait, sur place. Donc, en fait, de continuer à avoir un état des lieux de la situation. Aussi pour pour me tenir au courant un peu des tendances de marché. Donc, parce que c'est vrai que l'idée de l'enseignement, c'est de rester à jour, hein, et de pas rentrer dans la poussière de ce qu'on peut transmettre, Ouais. mais justement de rester très à jour de ce qui peut se passer sur le terrain, de quelles sont les tendances aussi. Et donc ça, c'est sur mon activité qui est indépendante. Et je fais aussi partie d'un label qui s'appelle Snowbell Glace Étoilée, qui est un groupe d'experts qui récompense en fait les producteurs et vendeurs de glace au niveau national en France. Et justement, au travers de cette plateforme, ils ont un Facebook qui est très dynamique. Au sein de chaque expert, en fait, crée des conférences, on échange beaucoup. C'est vrai que c'est notamment sur le Facebook que Sandra a mis en place justement beaucoup de glaciers quand ils ont des problèmes techniques, posent leurs questions et il y a toujours quelqu'un pour leur répondre. Des fois, on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, les points de vue se confrontent. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'au final, on voit aussi ce que chacun peut avoir en cas de figure dans son entreprise, que ça soit sur l'élaboration d'une recette, sur la recherche d'un matériel spécifique, sur une question technique, ne serait-ce que même légale en termes de contrat, ou voilà, des conseils aussi en tant qu'entrepreneur. Du coup, ça donne un échange qui est très direct et très dynamique. OK, très, très clair et effectivement, je pense que c'est un bon moyen d'apprendre encore plein de choses. Voilà, et de rester à jour surtout. Oui. C'est quoi toi, l'ingrédient que tu adores travailler? Tu vois, ton ingrédient chouchou un petit peu et celui, dont tu peux pas trop te passer et tu pourrais pas te passer pour le reste de tes créations? Mon ingrédient chouchou. Ouais, le sucre, ça serait un peu trop facile à dire. Moi, j'aime beaucoup, mais me fixer sur une, c'est compliqué, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les épices. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est en fait saisonnalité aussi dans les fleurs, tout ça. Donc en Mmh. fait, c'est certain plus procédés, par exemple les procédés d'infusion ou de distillation. Je trouve ça génial pour en sortir l'essence. Voilà de ce que je recherche en termes de saveur. Une saveur particulière que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup travaillé, c'est le café. Euh, pour autant, au vu de ce qu'on a dit précédemment, c'est vrai que j'essaie de m'en détacher et je jette mon dévolu sur le caramel. Mais, mais voilà. Qui est plus facile à faire, Oui, on peut ça sous la main, on peut toujours en faire des caramels. Oui, c'est ça, tu as pas besoin de grand chose. Non.
Et est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui te donne plus de fil à retordre? C'est-à-dire, enfin, tu vois, qui est plus compliqué à appréhender et soit tu n'as pas encore trouvé, la bonne méthode pour le faire, soit tu as mis du temps à, trouver exactement, comment lui rendre enfin, tu as bien travaillé un produit pour lui rendre hommage? Un truc qui me faisait super peur au début de mon apprentissage, c'était la pâte à choux. Ça, j'ai eu du mal à la dompter, j'ai eu du mal à la comprendre, alors que je trouve ça génial. Justement pour avoir parce que justement la pâte à choux qui est quelque chose de tellement classique et tellement Mmh. ancien, mais il y a tellement de recettes, de techniques, de matières, de manières de le cuire, pour que ça soit lisse, pas lisse. Il faut mettre du truc dessus pour pas que ça craque, machin, etc. Le dessèchement, on sait pas trop expliquer ce que c'est. Ça, j'ai mis du temps à me l'approprier, en fait. Donc, c'est après, voilà, c'est du coup, c'est un peu comme le travail, ouais, la pâte à choux, ça a été un peu ma bête noire pendant longtemps, après, c'est un peu le travers du truc, c'est comme, je pense qu'à toute personne qui cuisine, je trouve que le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui cuisine, que ça soit sucré ou pas sucré, c'est, «Ah bah, d'habitude, j'aime pas, mais là, Ouais. j'adore». Là, c'est vraiment qu'on a tout gagné. Donc c'est vrai que moi, si j'ai quelque chose sur lequel je vais buter, c'est le truc sur lequel je vais le plus aller. C'est-à-dire que, si par exemple, j'aime pas la banane, bah, je vais essayer de trouver un gâteau à la banane que je vais aimer. Parce que, justement pour me l'approprier et pour en faire quelque chose qui peut, fonctionner. Voilà. Ou, enfin, en général, moi, le travail des viennoiseries et des pâtes, sont pour moi aussi un peu plus compliqués parce que je me suis blessée à la main gauche, donc j'ai perdu la sensation du toucher sur une partie de ma main. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes de travail, bah, c'est beaucoup plus difficile, du coup, en termes de sensibilité pour trouver des repères parce que c'est vrai que la pâtisserie, bah, c'est sensitif, dans tous les sens du terme, hein. On fait appel à tous ses sens et bah, là, il m'en manque un, donc du coup, il faut que je trouve d'autres références, justement, pour, obtenir la qualité qu'il faut, le feeling qu'il faut, et cetera. Et ça, est-ce que enfin, comment est-ce que tu fais? Est-ce que ça a été dur un peu, de de trouver une autre façon de tester un peu, c Bah, ça l'est toujours parce que forcément, c'est un handicap que moi je vais garder, hein, oui. donc je me suis blessée quand j'étais à l'Institut culinaire de France, au début où j'étais là-bas et bah, ça va faire 2 ans, 2 ans et demi, ouais, ça va faire 2 ans, bah, ça c'est comme tout, il faut savoir, du coup, se dire on va trouver une autre manière de travailler. Il y a le temps, bien sûr, Oui, où on bah, oui. soigne sa blessure, mais après, c'est de trouver d'autres techniques. Donc c'est pas très grave, dans le sens où, en fait, de toute contrainte en sort aussi d'autres projets d'innovation. Donc, voilà, j'ai plutôt tendance à le prendre de cette manière-là. Et c'est pareil sur ma démarche quand j'essaye de créer des nouveaux desserts ou des nouvelles saveurs, c'est d'abord quelles sont les contraintes et Mmh. avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir? Donc OK. ouais, je le pense à l'envers. Non, pas forcément. Pas forcément, mais, en tout cas dans une démarche artistique, Heu, enfin de recherche artistique de saveurs et de construction, c'est vrai que je trouve que plus il y a de contraintes, plus l'innovation est belle. Est-ce que ça, tu penses, que cette réflexion aussi de, «Beh, j'ai telle contrainte et du coup, je fais tel dessert», ça vient un petit peu de tout l'aspect consulting que tu fais? Parce que Oui, forcément, quand tu fais du consulting, on te dit: «Bah, voilà, moi, je voudrais un dessert, mais on a telle contrainte», donc tu dois réfléchir à un dessert dans un cadre, très, très précis par rapport à, je sais pas moi, tu fais un dessert pour toi et tu peux faire un peu plus de choses. bah, ça vient du consulting, mais ça vient aussi du génie, hein, parce Mmh. que quand on a une recette et qu'on n'a Oui. pas les matières premières qu'il faut, du coup, il faut qu'on trouve une solution. Donc, bon, après, du coup, je pense que c'est un exercice qui, de fait, je me suis habituée assez rapidement à le faire, mais c'est vrai que quand on va chez un nouveau client ou que quand on est confronté à un élève qui a un projet particulier, c'est vrai qu'on va tout de suite, prendre en compte enfin, surtout c'est qu'un client ou un élève ou, un contexte, ça va être beaucoup plus facile d'avoir le facteur négatif Ouais. parce que les gens vont plus facilement l'exprimer, de dire:
Je sais pas ce que je veux, mais ça, je sais ce que je ne veux Mmh. pas, ou ce que je n'ai pas, dans l'autre sens. Et du coup, bah, on capitalise sur, ça. On sait que ça sera pas une découverte de dernier moment et on sait que ces éléments-là, ils sont certains. Et du coup, avec tout le reste, c'est le champ des possibles. Très intéressant, merci beaucoup Ouais. et maintenant je te propose, de te prêter au jeu du questionnaire de Proust, des saveurs pour terminer un petit peu, cet échange. Si toi, tu étais une glace, tu serais laquelle? Hem, Si j'étais une glace, je serais une glace, italienne, stracciatella. J'en étais sûre. Je me suis dit que si tu disais autre chose, c'était pas possible. J'aurais pu dire la même pourtant, mais Oui, mais c'est pas la même chose, mais bon, quand même, ça se ressemble là, beaucoup, je quoi. ressemble un peu, ouais. Du coup, le chili en 3 saveurs, ça donne quoi? C'est, la confiture de lait, c'est, du merken, c'est, en 3 saveurs, c'est du pisco. C'est quoi du pisco? Pisco, c'est l'alcool national, du Chili qui est sur une base de muscat, en fait. OK. Est-ce que tu as déjà fait ou tu peux faire un dessert qui regroupe ces 3 saveurs ou une glace qui serait une glace, genre, qui enfin, un dessert glacé? Ah, en dessert à l'assiette, oui. Alors en dessert glacé, enfin, il y aurait forcément Ouais. une partie glacée, je pense, sur la partie caramel au beurre salé, par exemple, mais non, je rigole, mais je pense qu'une construction de ces saveurs-là, notamment, sur un sorbet à l'alcool, c'est vrai que Ouais. au Chili, ils boivent beaucoup ce qui s'appelle de la piscola, donc c'est du pisco avec du coca. Voilà, c'est Ah pas ouais, d'accord. mais alors pour le décliner en glace, oui, c'est facile, mais je garantis pas la finalité du Ouais. produit. Oui, pas sûr que ce soit, Ouais, je suis pas certaine de voilà, du bénéfice de cette recette. c'est quoi toi ton péché mignon? À part la glace stracciatella ou la glace yaourt? Bien sûr, bien sûr. Mon péché mignon, c'est le nougat et la fleur d'oranger. Ça, c'est 2 choses, 2 saveurs que j'aime particulièrement. Si, là je te dis de créer une glace pour l'épiphanie, tu fais quoi? Pour l'épiphanie, je vais une glace pour l'épiphanie, ah bah, je fais une galette que je transforme en glace. Non, non, mais je voudrais sentir des notes, d'amandes, grillées, je voudrais de la texture, je voudrais un peu avoir cette texture-là de pâte d'amande un peu dissoute, là, ce grain un Mmh. peu qu'on sent aussi là quand on coupe la galette, qui a cette crème d'amande au milieu, ce côté qui est pas très fin mais qui est un peu granuleux dans la Ouais. bouche. Bah, j'aimerais le ressentir un petit peu, dans ma glace, et des notes de beurre noisette, qu'on retrouve aussi normalement dans la pâte feuilletée, quoi. Une fève? Et une fève, bien sûr. Et est-ce qu'il y a un pâtissier, une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire, un dessert à 4 mains, qui aurait des saveurs assez inattendues? Hem, oui, avec Thierry Marx, j'adorerais travailler avec lui. Ah, ça va bien avec, toute cette vibe de Oui, oui, je pense. d'alchimie. Oui, ouais, oui, bah, oui, c'est forcément. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Tu plutôt café ou chicorée? Avant, j'étais plutôt café, maintenant je suis plutôt chicorée. Plutôt glace ou sorbet? Sorbet. Plutôt apprendre ou transmettre? C'est difficile parce que pour moi, l'un va forcément Bah avec oui. l'autre, donc je ne peux pas choisir. Plutôt herbe ou épice? Épices. Et laquelle en particulier? Hem, En épices, la cardamome. Et plutôt glace en été ou en hiver? Ah bah non, c'est toute l'année la glace. Ah, ton moment préféré pour manger une glace? Oui, en été, ça reste l'été quand même, je reconnais. Tu peux en manger tout le temps et ça te donne pas froid, ça te rafraîchit. Exactement. Alors que bon, en vrai, une glace au coin du feu, c'est quand même moins ça fond plus vite, quoi. C'est différent.
Merci beaucoup Amélie, c'était passionnant. J'ai trouvé ça trop cool, d'aborder en plus, plein de sujets comme ça assez différents et en même temps tous reliés, mais c'était très, très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, c'était vraiment très sympa en tout cas. Et bah, je demande à tous mes invités un petit défi, pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc quel défi est-ce que, tu peux nous lancer? Ouh là là, en défi, bah, justement de travailler la coing et la châtaigne, je trouve que c'est intéressant. Si, vous avez des idées, même des alliances, à travailler avec ces 2 saveurs-là, ça serait à mon avis très intéressant. Et travailler ensemble? Ensemble, oui. OK. Voilà. Merci beaucoup pour ce défi et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Que d'abord en pâtisserie, il faut s'amuser et il faut surtout, vouloir s'amuser et faire plaisir à l'autre. Je pense que ça ne peut pas être des créations égoïstes, la pâtisserie. C'est beau, merci pour ce mot de la fin et puis merci beaucoup, vraiment c'était trop, trop chouette et c'était absolument passionnant. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Thibaut au nageur. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!